goulinoise, camarade goulinoise. Je me suis trompé, c'est pas grave, c'est normal. C'est le retour de vos deux animateurs préférés. Benoît Delru, ici présent. Ça va, mon Ben? Ça va très bien et j'espère que vous m'entendez bien malgré le micro qui coupe un petit peu au démarrage, mais ça va bien. Lille a gagné contre Angers ce week-end, donc tout va bien. Le gars, il commence par donner les mauvaises nouvelles directes. On n'a pas de problème de micro, tout se passe bien. Pendant 3 semaines, on était là, on était tranquille, on était posé sur nos petits hamacs avec l'argent du contribuable de la goulinoise qui nous donne énormément de YouTube money, n'est-ce pas? Pendant ces 3 semaines de vacances, on a pu laisser tranquille le bébé à Somat qu'on salue et qu'on embrasse comme ça en différé puisqu'il ne nous voit pas, il fait autre chose de sa vie. Salut à toi Somat, merci pour tout. Et t'as trop géré pendant ces 3 dernières semaines avec elle, avec Cardi B aussi. Commencer à me faire assommat perso, donc je sais pas comment je vais vivre cet énorme changement. Bah ouais, je comprends, je comprends. Nous aussi, en fait, on s'y faisait Toutes bien, les bonnes Somat. choses ont une fin, mais peut-être que c'est une nouvelle bonne chose qui commence après tout, hein, Abraham Lincoln. Ouais. Donc, Moi aussi, salut à tout le chat, Afourage, hein, que je salue sur le chat. Salut Afourage, Afourage 22, hein, bien sûr. Le 22, Mona Roussière qu'on salue, Abraham évidemment. Lincoln, Infoscope 21 qu'on salue, bien sûr. Voilà. L'idole des schlags qui est absente. Voilà, l'idole des schlags qui est quelque part sur ce super classeur Dawson Ultra Plus Futura 2000. Qu'est-ce qu'il raconte, toi? C'est que toi, t'as pas les bonnes références. Non, j'ai pas les rêves. aucune bonne référence. Bon, on voit que c'est le retour des vacances, hein, les Ouais, gars. ouais, Franchement, on n'est pas encore complètement au point. En tout cas, bah voilà, hein, du coup, la goulinoise, nouvelle émission, émission du jour, donc là qui va être centrée autour de la culture. De la culture et notamment des coupes budgétaires de Christelle Morancet. On vous en parlera dans un second temps. Mais dans un premier temps, on va faire un petit flash info, hein, n'est-ce pas, de toutes les informations qui ont eu lieu dans le monde, en France, en Navarre et en Anjou. Donc première information, hein, quelque chose qui n'a pas été traité, parce que nous on est un gros média d'anticléricaux, on est des vieux gauchistes rabougris au vin rouge, les religions c'est nul, ni Dieu, ni maître, ok? Ni Dieu, ni maître, mais il y a un sujet sur lequel on n'a pas pu passer à côté, de toute façon ça s'est passé le même jour que la date de notre dernier live, peut-être que c'est notre dernier live qui a contribué au décès du pape François. Le dernier live où J.D. Vance. Voilà, exactement, on parlait de J.D. Vance, on parlait du symbolisme de l'extrême droite, tout ça. Retenez bien, parce qu'on va en reparler, de tout ça. Mais voilà, donc du coup, on voulait commencer par l'élection donc du nouveau pape, du bilan du pape François et de l'élection du nouveau pape. Parce que bien que le pape soit un chef spirituel, c'est-à-dire un chef de religion, c'est aussi un chef politique, un chef politique d'un État microscopique de la taille d'un pâté de maison qui s'appelle le Vatican, mais un pays qui a énormément d'influence. Clément Spino, hello, vous êtes assorti en termes de couleurs, ça vous va bien? J'espère que cette DA continuera. Eh bien... ça risque de continuer parce que moi c'est le seul polo que j'ai, donc de toute façon vous allez le retrouver chaque premier lundi de la semaine comme d'habitude, hein. Et qu'est-ce Voilà. que tu penses, Clémence, de Bayrou, notre magnifique ficus? Ah oui, on n'a pas présenté Bayrou qui est sur le point de mourir et on se pose toujours la question, qui mourra en premier, le gouvernement Bayrou ou la plante Bayrou? Ou le ficus? Le ficus Bayrou, on espère que ce sera le gouvernement de notre côté. On tient à notre ficus et on ne tient pas au gouvernement Bayrou. En plus, je l'ai arrosé ce matin, alors que le gouvernement matin, bon, il se met dans la sauce tout seul, tu vois. Ouais. Il va bien, je trouve, comparé à son homologue. Et son homologue, il a pris vraiment un sacré coup de vieux. Déjà qu'il est né vieux, tu vois. Tu vois, alors que tu vois, ce ficus, on l'a vu naître presque. Il était haut comme 3 bouts de bois, tu vois. Ouais. D'ailleurs, fun fact, mes parents m'ont dit qu'ils trouvaient que François Bayrou avait une grosse tête. C'est parce qu'en fait, il perd ses cheveux, tu vois. Peut-être, mais apparemment, quand tu le vois dans une scène, par exemple, avec une caméra qui le filme avec d'autres personnes, il a une plus grosse tête que les autres. C'est un peu un guignol, tu vois, un guignol de l'info, tu vois. À l'époque où Canal+, c'était pas boloréisé. Oui, voilà, exactement. Votre ficus, il tourne au colza, il tourne à la Red Bull, mon gars. À la Red Bull et au café. Au café, beaucoup de café. C'est toi qui tournes à la Red Bull. Moi, je tourne à la Red Bull et au clope, aux cigarettes. D'ailleurs, j'ai promis, depuis mon retour de vacances, j'arrête de fumer. Non, je n'y crois pas du tout. Non, moi non plus. Je pense que la cigarette t'arrêtera avant que tu l'arrêtes. Écoutez, c'est un stream PG-13. Ne fumez pas, c'est très très mal. Donc Bayrou ou le pape, les deux sont soit morts, soit à l'article de la mort. Bah voilà, et bah écoute. J'espère que tu parles de Bayrou le vrai, pas Bayrou le ficus, hein, Mona Roussière. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair.
Je suis en train de me dire, hop, en petit arrière-plan, c'est notre secrétaire. Voilà. Voilà. Le seul beau meuble de notre local, hein, c'est pour ça qu'on l'a mis là. Exactement. Et, il sert à rien à part décorer, donc voilà, c'est plutôt cool. François 1er. Oui, le Catoréac. Ah bah oui, le Catoréac, on espère que les deux Catoréac qu'il est soit mort, soit à l'article de la mort. François Bayrou, si tu le regardes. Non, je vais pas faire le signe, mais vous l'avez compris. Bayrou est Catoréac, Monaroussière. Qu'est-ce que tu racontes? De toute façon, les deux sont Catoréac, donc c'est pas le problème. Donc oui, on va parler de la papauté. Catoréac, est-ce que c'est pas un oxymore? Un oxymore. Voilà, non, une non, formule tautologique. Plutôt un pléonasme. Un pléonasme. Ah ouais, c'est quoi la différence entre un oxymore et un pléonasme? C'est exactement l'inverse. Ok, c'est vrai, je le savais. Non mais attendez, mais j'ai fait une fac d'histoire, ça n'a rien à voir avec le français, mais je parle le français, j'y parle la France, ok? Ne virez pas dans le simplisme, on ne vire pas dans le simplisme, promis, juré. On va papoter sur la paposition paporale. Ouais, la paposition paporale. Mais bah pas pourquoi pas Abraham Lincoln. En tout cas, j'espère que vous avez des candidats, parce que nous, à Infoscope, on n'a pas de candidats, on s'en fout, on s'en branle, franchement. Si, on a le chat. Voilà. Nous, on veut que ce soit lui le pape. Exactement. Il n'y a pas de régisseur, il n'y a pas de cadreur, on est juste là, c'est deux animateurs. Hein, tu vas le voilà, dire. Il n'y a pas de possibilité de faire un zoom sur le chat, mais le chat, c'est notre candidat à la papauté. Voilà, sachez que le cœur y est, en tout cas, dans le fond comme dans la forme. Du coup, voilà, on va parler du nouveau pape, mais avant de parler du nouveau pape, pourquoi on décide de parler du pape, mon petit Ben? Pourquoi aujourd'hui, quand même, cette question de l'élection du nouveau pape reflète un sens politique important? Parce que moi je veux bien qu'on rigole, tout le monde on a vu BFM TV faire des plateaux à droite à gauche, Benjamin Duhamel, mon petit chouchou de la rédac de BFM TV, qui était là en train d'interviewer tous les évêques et tout en mode oui, alors qu'est-ce que vous pensez du nouveau pape, et alors quel serait votre candidat, etc. Bon bah voilà, ça nous avance pas, mais pourquoi aujourd'hui on a BFM TV qui suit l'élection du nouveau pape? Pourquoi il fait ça, et pourquoi il fait pas ça par exemple pour le pape de l'église orthodoxe? Et en quoi il est important, ce pape, d'un point de vue politique aujourd'hui? C'est une vaste question. Alors déjà, pourquoi BFM TV s'intéresse à l'élection d'un nouveau pape? Parce que le pape est mort déjà, ouais. Mais ensuite parce que je crois que c'était la question sous-jacente. Le pape est un personnage politique. Voilà. Tu as déjà donné des éléments de réponse dans ta présentation qui durait 3/4 d'heure. Oui, le pape n'est pas qu'un chef spirituel et religieux, ce n'est pas que le chef de l'Église catholique, c'est aussi un chef d'État, un chef de diplomatie, notamment pour ce qui est notamment de discuter, d'être un interlocuteur vis-à-vis des autres religions, mais aussi vis-à-vis des religions avec les États. D'ailleurs, c'est le seul chef religieux qui dispose effectivement de cette influence et de ce pouvoir de conversation avec n'importe quel chef d'État. Il se trouve que le pape François n'a pas forcément privilégié la discussion et le dialogue direct avec les puissants de ce monde. Il privilégiait plutôt, du moins dans l'éloge qu'on nous a fait encore récemment à sa mort, dans les médias plutôt tradis, plutôt bourgeois, on a eu plutôt une éloge d'un pape qui s'était surtout mu par la foi des pauvres, on va dire, le pape des pauvres, etc. Un peu, voilà, toute la légende autour du pape François. Mais au-delà de ça, le pape, y compris le pape François, discute avec les chefs d'État, est capable d'influencer leurs décisions. Donc c'est un personnage politique de premier plan. Ouais, voilà. Et pourquoi on s'y intéresse particulièrement aujourd'hui? De la même manière qu'on s'intéresse particulièrement à la politique en ce moment, parce qu'il y a une évolution radicale de la politique, une recomposition de la politique, avec grosso modo, s'il faut résumer, un capitalisme qui, pour la deuxième fois en 2 siècles, précipite le fascisme. Et dans ce monde qui se radicalise, et pas dans le bon sens, eh bien, peut-être que le pape, lui aussi, va se radicaliser, que le prochain pape sera voilà, pire que le pape François, qu'il soit à l'image de Donald Trump, de Javier Milei en Argentine, d'autres chefs de gouvernement et chefs d'État qui sont à l'extrême droite de l'échiquier politique, et d'un courant très réactionnaire,
très ultra conservateur, très patriarcal, et voilà. Voilà, alors pour rappeler, hein, l'extrême droite sur l'échiquier politique d'Infoscope, c'est à peu près l'équivalent de la droite républicaine sur l'échelle du pape. Il faut quand même vous dire à quel point où est-ce qu'on en est, et ça c'est un truc intéressant. Mais là je vais revenir sur ce que disait Mona Rossière dans le chat. En même temps, on n'en fait pas des caisses quand c'est le chef du Luxembourg qui décède, et tu en as un petit peu parlé par rapport à ça, et moi je voudrais répondre. C'est aussi quand même qu'il faut quand même si on a un bilan à faire sur le décès, enfin sur le mandat ou le règne, parce que j'imagine que c'est un règne, on parle d'un souverain pontife. On parle d'un pontificat. D'un pontificat, voilà. Salut Clojar. Salut Clojar. Un ancien de Bétaram a été auditionné pour devenir pape. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais en tout cas, le pape, c'est pas un chef spirituel et un chef d'État comme un autre, pas d'un micro-État. On parle, même si le Vatican est le plus petit État du monde, c'est, je pense, rapport qualité-prix, entre guillemets, c'est-à-dire par rapport à la taille qu'il a et par rapport à la puissance militaire. Tu veux dire que c'est pire que la Suisse? Bah, et en fait, d'un point de vue, en tout cas, tu parlais de puissance militaire, oui, c'est pire que la Suisse. Oui, non. non, la Suisse, c'est une putain d'armée, en vrai. Il y a une super armée. En tout cas, il y a le service militaire, il dure 2 ans et tout, machin et tout. Non, mais par contre, il y a les gardes suisses, par contre, au Vatican. Exactement. Exactement. Belle transition, franchement. Merci, je connais mes cours. Mais tu vois, en fait, non, mais ce que je veux dire, rapport à la taille de cet État, c'est un État extrêmement puissant, qui a des relais, mais partout, énormément, partout, de plus en plus. Par exemple, en Afrique et en Asie, d'ailleurs, c'est le premier conclave où le collège des Européens ne sera pas majoritaire absolu seul dans le conclave. Aujourd'hui, il y a des relais en Afrique centrale, il y a des relais en Amérique latine, il y a des relais en Asie. Et que, en fait, aujourd'hui, parce qu'on a l'impression, notamment en Europe, que, bah, tu vois, je veux dire, il y a de moins en moins, il y a un recul de la foi catholique. Ça ne veut pas dire qu'il y a un recul de la foi catholique partout dans le monde. Et qu'au contraire, la puissance du pape n'a jamais été peut-être aussi importante aujourd'hui, notamment d'un point de vue diplomatique. Peut-être dans l'ère contemporaine, parce que je pense que le pape était quand même encore plus influent à une époque où on était sous une monarchie de droit divin et que mais il y avait moins de gens. Les rois prêtaient allégeance au pape. Ouais, mais il y avait moins de gens. Là, aujourd'hui, tu vois, c'est aussi une composante. Il y a 2 milliards de catholiques quand même, tu vois. Il y a 2 milliards de catholiques sur 8 milliards d'êtres humains. Voilà. Oui, il y avait moins de gens et c'était moins mondialisé, globalisé. C'est vrai que aussi c'est finalement à contre-temps, à rebours, mais finalement l'Église, elle s'adapte au monde. Alors ça ne veut pas dire que l'Église se modernise, mais ça veut dire que l'Église se globalise. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce que montre avant tout le fait que le pape François a érigé au rang de cardinal, au rang de cardinaux des évêques qui étaient issus jusque les tréfonds, les petits coins du monde, la moindre île, etc., et les moindres pays dans le monde. C'est que, en fait, il y a une volonté d'internationaliser encore plus l'Église catholique, alors que par essence l'Église catholique n'est pas universelle. Enfin, certains le prétendent, que c'est une religion universelle de par sa force et de par son nombre de fidèles, de par sa présence sur tous les continents, etc. Mais en réalité, ce n'est pas universel à partir du moment où il y a plusieurs religions, plusieurs visions de la spiritualité, et que l'Église catholique n'est qu'une de ces visions, qu'un de ces dogmes religieux. Tout à fait, mais ça reste l'une des plus grosses puissances spirituelles au monde. C'est ce que dit Abraham Lincoln, et moi je suis assez d'accord avec lui, parce que, en fait, tu vois, on a souvent l'impression, et tu vois, ça c'est un peu ma take un peu obscure sur cette question de la laïcité, et notamment de la mise de la puissance, de la montée en puissance des discours laïques tout au long du 19e et du 20e siècle, non content d'avoir finalement contraint le discours religieux et le discours catholique. C'est toi qui es beau, sans maths. C'est toi qui es beau, même quand tu gères pas la régie, t'as du temps pour nous dire un petit coucou. Et ça, tu vois, on apprécie. Ça, j'aime. Je vous le dis, j'aime. Mais en fait, pour en revenir sur ce que je disais par rapport à ça, c'est que sur l'une des plus grosses puissances spirituelles au monde, en fait, l'Église catholique, elle s'est adaptée finalement à la modernité. Elle s'est adaptée au discours rationaliste pour devenir une institution capitaliste de premier ordre. Franchement, il faut se le dire. Peut-être qu'elle a une puissance qui est capable quand même de poser des rapports de force entiers
face à la souveraineté, à des peuples souverains. Mettons, et je prends toujours un exemple, c'est sur la question de la chute du mur de Berlin et sur la question de la dislocation du régime soviétique. Sans l'action diplomatique majeure de Jean-Paul II, eh ben, la dissolution du bloc soviétique, la dislocation du bloc soviétique n'aurait pas connu cette forme-là. Il faut quand même se le dire que, par exemple, il a fait preuve d'un soft power excellent, un soft power qui ne vaut pas plus ou pas moins et qui a même été aujourd'hui érigé en modèle parce que c'est exactement le même soft power qu'on peut voir sur d'autres régimes religieux ou en tout cas du moins théocratiques. On pourrait le prendre par exemple le soft power qatari, marocain, le soft power saoudien, le soft power israélien, le soft power iranien. Il y a une grande différence entre tous ces régimes qui sont avant tout des régimes d'États-nations, de pays, qui sont des théocraties, effectivement, et le Vatican, qui n'est qu'un État, qui est d'ailleurs devenu un État sous Mussolini. Hein. Avant, ce n'était pas un État. C'est Mussolini qui a accordé le rang d'État au pape Pie XI, si je ne me trompe pas, ou Pie XII. Les docteurs en église dans le chat, vous nous direz. Oui, mais le Vatican, le pape n'a été chef d'État que sur le tard, finalement. Il était avant tout le chef de la chrétienté, du moins du catholicisme. Pendant des siècles et des siècles, le pape était le chef de la principale religion dans le monde, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Et on a perdu les comptes des pies après le 7. Ouais, bah nous aussi, Abraham Lincoln. Moi, après le 14. Bon, et donc, il me semble que c'est Pie XI ou Pie XII qui ont cohabité, justement, qui ont transmis le relais, parce que l'un est mort en 38 et l'autre était là après. Mais c'est surtout celui qui était là jusqu'en 38 qui a notamment pactisé, on va dire, avec le fascisme italien et en partie le nazisme allemand. Mais après, le suivant a été un peu plus, a été directement dans le feu de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Oui. Mais pour dire que le pape est avant tout le chef de l'Église catholique. Et l'Église catholique en tant que telle, c'est une institution. Ça peut être un État dans l'État, si tu veux. Exactement. Mais c'est un État dans l'État dans tous les États du monde. C'est un État dans l'État sur tous les continents. Et c'est extrêmement hiérarchisé. C'est extrêmement... avec des grades qui rappellent l'armée, par exemple. Et c'est quelque chose de très vertical où voilà, certains, peut-être moins aujourd'hui que sous d'autres papes, mais peut-être que ça pourrait revenir à cette forme de réaction vers quelque chose d'encore plus vertical et de plus en plus centralisé au niveau du Vatican pour ce qui est de comment les fidèles boivent, entre guillemets, la parole de Jésus-Christ. Et de Dieu, et comment ils envisagent leur foi, que ce soit encore plus centralisé que ça l'a été ces dernières années. Ce serait d'ailleurs le cas avec un nouveau pape bien plus réactionnaire que ceux qui les ont précédés. Alors je vote pour Pikachu comme prochain pape. Ah, Pika, bah voilà, le petit chat, il est là. Le petit chat, parce que vous avez déjà vu Pika et ce petit chat sur la même pièce? Non, bah posez-vous les bonnes questions. Ne confondez pas groupe de pression et État dans l'État, nous dit Mona Roussière. En fait, le problème, c'est que l'Église catholique, elle est capable de faire les deux. Elle est à la fois un groupe de pression en tant que structure, mais c'est aussi un groupe de pression en tant qu'institution opérante, je vais dire, dans l'esprit, par exemple. Et on va parler, par exemple, de Vincent Bolloré, puisque Abraham Lincoln, tout à l'heure dans le chat, tu parlais des partisans de Bolloré qui font du prosélytisme non dissimulé sur leurs écrans. Mais Bolloré, c'est un gars qui a plusieurs fois, c'est une personnalité, un milliardaire qui a plusieurs fois affiché son attachement aux valeurs de l'Église et même à une vision assez réactionnaire de l'Église. On va dire que c'est vraiment un catho tradi, hein, et c'est à ça qu'on le reconnaît d'ailleurs, en plus d'être breton, hein, Abraham? Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que Bolloré, par exemple, et ses médias ne sont pas Salut, fils de pulpe. ne sont pas tendres aujourd'hui avec le pape François, par exemple. Ils ne trouvent pas que c'était un bon pontificat parce qu'ils le trouvaient trop progressiste, trop de gauche. Ouais, voilà. Trop woke. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors que c'est quand même un pape qui, comme tous les autres, s'est opposé à la remise en question du vœu de célibat des prêtres, qui, comme tous les autres, s'est opposé
au mariage homosexuel et même aux unions homosexuelles. Il a bien voulu accorder la bénédiction à des couples homosexuels, mais en réalité, c'était après avoir pris plusieurs fois des positions contre l'homosexualité qu'il trouve contre nature, qu'il trouvait contre nature puisqu'il est mort, et ainsi de suite aussi sur l'avortement, sur la contraception. Il n'était pas progressiste. Donc sur tous ces sujets de société qui fondent le progressisme, il n'était pas progressiste. Sur d'autres sujets, il était populaire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il se revendiquait d'un catholicisme social, qu'il y a eu des rapprochements entre son parcours et la théologie de l'émancipation en Amérique latine qui s'oppose à l'impérialisme nord-américain, mais finalement, ce n'était pas du tout un progressiste, le pape François, mais il était quand même beaucoup trop progressiste aux yeux des Bolloré et compagnie qui n'hésitent pas aujourd'hui à, entre guillemets, cracher sur sa tombe et à espérer, on va dire, l'émergence et la prise de pouvoir de quelqu'un qui serait bien plus radical, intégriste. T'as vu, en parlant de ça, tu vois, t'as Mona Roussière qui dit Zemmour ne se retrouvait pas dans ce pape, qui ne trouvait pas catholique. Donc tu vois le truc, Ouais. trop humboulgour à ce qui paraît. Mais tu vois, et donc du coup, ça va être qui le candidat de la sphère Bolloré? Ce que je te propose, c'est que tu ne cliques pas sur ça, oui, que tu cliques là-dessus. exactement, bien joué. Sur le super classeur Dawson Ultra Plus Futura 2000. Maintenant, tu chercheras la ref. Eh bah oui, je chercherai la ref. Je suis sûr que c'est dans Futurama ou une connerie comme ça, tu vois. Non, c'est pas Futurama. Ah bon, bah alors vas-y, je peux faire un blind test si tu veux. Non, je rigole, on va passer à la suite. Donc voilà le candidat que va nous sortir. On est au top de la technologie. Oui, on est au top de la technologie. On vient d'entrer dans l'an 2000. Et donc on a découvert des écouteurs. Ceux-ci, messieurs, dames, ce sont des écouteurs à fil. Voilà. Et en fait, faut clipper ça. Hein. La petite fonctionnalité L'explication de intéressante, Benoît, c'est qu'il y a un écouteur pour l'oreille gauche et un écouteur pour l'oreille droite. Voilà. Et donc en fait, c'est comme le Walkman, sauf que c'est deux écouteurs séparés par un fil. C'est pas un arceau entre deux gros écouteurs, hein, mais vraiment c'est. Ne perdez pas la boule de votre souris, Abraham Lincoln. Non, la boule de la souris, ça se passe très bien. On est en régie autonome en fait. On peut écouter à deux. Voilà, il suffit juste de se rapprocher comme des imbéciles. Hein, voilà. On peut juste. Nous dit ma tata, elle dit que le cardinal philippin Luis Antonio Gokim Tagle, c'est pas un caca. Ah oui, pareil, le pape philippin, le pape progressiste, le François philippin. Et bah en tout cas, c'est pas le candidat plébiscité par la sphère Bolloré, la candidat plébiscité pour la sphère. Article. Bolloré, c'est lui. Article, le cardinal Robert Sarah, et vous allez voir un chic type. 24 heures après le décès de François, plusieurs noms semblent déjà être favoris. Pardon, excusez-moi. 24 heures après le décès on de a eu François, plusieurs noms semblent déjà être favoris pour lui succéder. Et parmi tous ces candidats, on retrouve un profil qui divise énormément, celui du cardinal Robert Sarah, un homme aux prises de position tranchées et radicales qui ont fait de lui une figure du catholicisme ultra-conservateur. Portrait. Originaire de Guinée, Robert Sarah grandit dans le village reculé d'Ourous. Élevé dans une famille animiste, il ne trouve sa vocation religieuse qu'à l'adolescence, lors d'un séminaire organisé en Côte d'Ivoire. Ordonné prêtre à 24 ans, il devient archevêque de Conakry 10 ans plus tard, à 34 ans seulement. Une titularisation permise par Jean-Paul II, son maître à penser, qui fait de lui le plus jeune évêque du monde. Et à peine... Voilà. Et donc, lui, c'est un copain de Vincent Bolloré. Derrière la une de Paris Match, il y avait une une en 2022, cette une qui avait mis un peu tout le monde en émoi, qui avait provoqué la démission de Bruno Jeudi, qui était le directeur de Paris Match, qui n'est pas connu pour être un énorme bolchevique. Cette une, qui est vraiment le cardinal Sarah, homme d'influence et de paix. Et donc ce gars-là, c'est le candidat de la sphère Bolloré. Il a été dans tous les marqueurs à droite et voire à l'extrême droite. Et surtout, vous pouvez monter le son du navigateur de 5-6 dB dans OBS. Ok, ça marche, Somat. Merci pour l'info. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que il a utilisé tous les marqueurs de droite sur la question de l'homosexualité. Il a condamné, par exemple, la proposition du pape sur la bénédiction des couples homosexuels. Et deuxième chose qu'on peut constater par rapport à ça, on voit que c'est un personnage médiatique et que c'est un personnage médiatique qui s'inscrit très bien avec les codes et la rhétorique du Trumpisme. Alors c'est ça la question que je vais te poser et que je vais vous poser et que je vais poser au chat aussi, c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a un risque
que le Vatican, lui aussi, se trumpise. Et s'il y a le trumpisme au Vatican, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça peut donner pour les relations internationales dans le futur? Est-ce qu'aujourd'hui, on aura des positions sur, par exemple, la reconnaissance de l'État palestinien aussi courageuses qu'a eu le pape François Ier? Est-ce qu'aujourd'hui, les messes qui se feront peut-être en latin ou pas, elles parleront de solidarité vis-à-vis du prochain? C'est ça, cette question que je me pose sur la question de l'impact du trumpisme dans le Vatican. Eh bien justement, je vais commencer par répondre à Mona Roussière, puisque effectivement, il y a une particularité de ce cardinal candidat à la succession du pape François, c'est qu'il est noir. Il est africain, il vient de Guinée-Conakry, il est il a d'abord officié en Afrique, je pense qu'il y officie toujours d'ailleurs en tant qu'évêque, et il est devenu cardinal, et il est officiellement candidat, je ne sais pas s'il y a des déclarations de candidature ou des choses comme ça, mais toujours est-il qu'il est officiellement vu par un certain nombre de gens, soit qui le critiquent, soit qui au contraire le vouent aux gémonies, enfin non, c'est plutôt l'inverse, qui le couvre de louanges plutôt. En fait, il est porté comme candidat à la succession du pape François, parce que le pape François venait de Sud-Amérique, parce que le cardinal Sarah vient d'Afrique, et que ce serait dans l'ordre des choses d'avoir un pape noir, etc., etc. Mais derrière cette image qui est juste son image de ce qu'il est essentiellement, et que justement nous en tant que journalistes on s'intéresse moins à ce que les personnes sont essentiellement, c'est-à-dire sur leur visage, mais sont réellement et culturellement, c'est-à-dire en tant que personnages de par leurs actes et leur prise de position. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple le cardinal Sarah, qui est noir, n'hésite pas à parler de grands remplacements, de reprendre la théorie de Renaud Camus et de reprendre la théorie popularisée ces dernières années en France par Éric Zemmour, mais aussi reprise par Valérie Pécresse lors de la dernière élection présidentielle, reprise évidemment par Marine Le Pen et ses sbires, sur le grand remplacement en Europe de la population chrétienne et catholique par la population musulmane, et ainsi de suite. Il est très anti-avortement, il est très anti-droit des femmes, il est ultra réactionnaire, ultra conservateur, et voilà. Et l'extrême droite, c'est pas bien. Oui. Fils de pulpe, c'est un peu plus compliqué que l'extrême droite, c'est pas bien. En définitive, mais l'extrême droite, c'est pas bien quand même. L'extrême droite, c'est pas bien. Ouais. Oui, mais quand on dit ça, on a plutôt tendance à faire passer les antifascistes pour des imbéciles, ce qu'ils ne sont que beaucoup moins que les fascistes en réalité. Oui, bien sûr. Alors, vous nous dites s'il y a des problèmes sur la question du son et tout, le son général de la carte son mérite d'être monté, je l'ai fait, donc pas de problème. Abraham Lincoln nous dit ça pue la merde. Effectivement, en fait, c'est ça moi qui m'inquiète par rapport à ça. C'est que effectivement ça risque de puer la merde, parce que au-delà de ça, et on le voit très bien par exemple dans des pays comme la France, c'est que même si la religion et le fait de croire a tendance à diminuer, le fait religieux en tant que tel n'a jamais été autant d'actualité, et on le voit, comme disait Abraham Lincoln, comme le disait Mona Roussière, sur les groupes de pression qui sont issus de l'Église catholique, et qui développent un discours ultra réactionnaire, voire d'extrême droite. On le voit par exemple avec la communauté de l'Emmanuel dans l'Université catholique de l'Ouest, donc la communauté de l'Emmanuel qui est une sorte de groupement pédagogique autour de thématiques notamment de combat contre la théorie du genre, qui aujourd'hui s'installe dans les organes dirigeants d'universités, et la plus grande université d'Angers avec l'université publique, c'est la Cato, c'est l'UCO, l'Université catholique de l'Ouest, et il y a dans les enseignements des enseignants qui professent des théories qui viennent de cette communauté de l'Emmanuel, et qui ressemblent à trait pour trait à beaucoup de théories homophobes, sexistes, qui contestent tout simplement
le concept de genre, on fait passer pour quelque chose de plus, enfin, on fait passer pour quelque chose d'un petit peu woke, homme boulgour, tu vois tout ce que je veux dire par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, ça a une réalité, concrète, cette montée de l'extrême droite, même au sein même au sein de l'Église catholique. Et tu vois, là, à côté de notre local, il y a un collège qui vient d'être fait. Qui vient d'être fait probablement par un groupe d'extrême droite. Et on parlait de symbolisme la semaine dernière avec Somat. On utilise souvent l'instrument de la croisade. Et c'est ce que je disais la semaine dernière dans le chat. C'est que la croisade, c'est quand même un moment où l'Église catholique a été hyper impérialiste quand même, tu vois ce que je veux dire. Et donc en fait, si tu veux, c'est pas des bons marqueurs idéologiques, c'est des marqueurs idéologiques guerriers. Ce sont des marqueurs idéologiques guerriers, là où jusqu'ici, la papauté faisait passer un message de paix. Et c'est ça qui risque de m'inquiéter, qui m'inquiète le plus finalement personnellement, c'est qu'en fait, il y ait une rupture, au-delà d'une rupture du style, c'est une rupture du message. Est-ce que la papauté va redevenir une institution guerrière, impérialiste? Et c'est ça, en fait, le vrai problème par rapport à ça. Ce qui est vrai, c'est que les impérialismes se renforcent, se polarisent et sont de plus en plus guerriers. Et si on considère l'Église catholique et en particulier sa tête, le Vatican, les cardinaux autour du pape et le pape lui-même comme étant une forme d'impérialisme, ce qui n'est pas tout à fait faux, hein, ce qui est en tout cas en termes d'influence et aussi en termes de fongibilité dans le capitalisme, quelque chose qui se retrouve y compris par l'accumulation énorme de capitaux et de richesses par l'Église catholique. On peut effectivement craindre d'avoir un retour de la guerre, y compris de la guerre attisée par les classes dominantes, et en particulier la classe capitaliste, la guerre intestine aux classes populaires sur des considérations religieuses et sur des considérations de spiritualité qui sont des considérations qui éloignent, qui divertissent, qui distraient de la question de classe sociale. Et sur tout ça, le retour du fait religieux en France, en Europe et dans le monde est quelque chose qui se confirme à la faveur de la vague réactionnaire qu'on connaît depuis les années 2000 et qui va dans le sens d'une essentialisation des personnes, des pays, des États, des cultures, où en fait on a une somme de préjugés dans les têtes et le problème c'est pas d'avoir des préjugés, c'est de soit les dépasser, soit de s'y tenir en les tenant pour vrais et indépassables. Et en réalité le but c'est justement dans toute la recherche scientifique, dans toute la recherche de la vérité, dans toute la quête d'émancipation, ce qui est important c'est de dépasser les préjugés pour aller s'approcher de la vérité sociologique, historique, économique et ainsi de suite. Et donc c'est en cela que nous sommes face à des réponses simplistes, à des grands questionnements qui aujourd'hui traversent des peuples qui sont aussi dans une forme de souffrance, dans une forme de souffrance mentale aussi. Ouais. On parle beaucoup de la santé mentale. Il y a eu encore des cas ces derniers jours dans l'actualité sur lesquels je ne reviendrai pas, mais qui prouve que cette question de la santé mentale est extrêmement enracinée et problématique, notamment chez les plus jeunes, et que les réponses simplistes apportées par les religions, par les églises, eh bien, et par l'Église catholique en particulier, la première des églises, eh bien, que ces réponses simplistes, le bien, le mal, le manichéisme et ainsi de suite, sont un dogme clé en main pour avoir des préjugés en tête sans chercher à comprendre la complexité, la dialectique qui existe entre justement le bon et le mauvais en réalité. Oh, il vient d'utiliser le mot dialectique, il est 18h48, il crève de chaud, et on est fatigué, on n'a pas dormi de la nuit, on a fait la nouba. Il n'y a plus le roi Richard pour partir en croisade et son frère a été ridiculisé par Robin des Bois, Mona Roussière. Est-ce qu'il n'y a plus le roi Richard? Aujourd'hui, il n'y a pas le roi Richard, mais t'as Donald Trump. Est-ce que Robin des Bois a existé? A priori, il aurait existé.
Mais c'est un débat, on s'en fout, franchement. Qu'est-ce que je veux dire? Le dessin animé a existé, Ouais, c'était ça. un renard Oui, d'ailleurs. oui, oui. Heureusement, il a été là, le renard. Mais tu vois, en réalité, aujourd'hui, qu'il n'y ait plus de souverains qui soient prêts à faire la guerre pour des raisons religieuses, ça, je suis pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Et quand tu vois Donald Trump qui nous parle, et même, tu sais, c'est la doctrine à l'américaine, hein, tu vois, je veux dire, only God can judge me, quoi. Sûrement Robin Dubois, c'est un voisin à moi que je crois. Surtout que, en fait, ces problématiques-là, elles peuvent se justifier de manière doctrinale, de manière idéologique, au sein même de la doctrine de l'Église catholique. Et la première personne qui nous le dit, c'est le cardinal Robert Sarah, hein, tout simplement. Parce que, vous voyez ça, Benoît XVI, c'était l'ancien pape avant François Ier. Ouais. Benoît XVI, qui a été quand même, qui a été celui qui était ministre de l'Inquisition pendant le Concile de Vatican II. Alors c'est une référence un petit peu méta, mais l'Inquisition, même si aujourd'hui ça ne s'appelle plus l'Inquisition, ça existe encore. Et c'est elle qui s'occupe de rendre des jugements pour les conciles. Et notamment, l'un des jugements les plus célèbres, c'est de ne pas revenir sur le célibat des prêtres. Et Benoît XVI, qui est donc l'ancien pape, qui était connu pour des positions déjà assez réactionnaires, s'est allié et a coécrit avec donc notre margoulin de première zone, Robert Sarah, a.k.a. le Trump de Conakry, pour écrire un bouquin des profondeurs de nos cœurs, dont l'objectif, c'est, et donc édité par qui? Par Fayard, hein. Voilà, Fayard qui appartient à qui? À Vincent Bolloré. Et ben, de quoi on va parler? On va parler du célibat des prêtres, de protéger cette institution sacrée, le célibat des prêtres. Et pour moi, c'est ça, tu vois, l'éléphant qui est au milieu de la pièce, tu vois. C'est aujourd'hui le célibat des prêtres qui est, en fait, si on a Bétaram, si on a aujourd'hui un patriarcat et une représentation exacerbée du patriarcat au sein de l'Église catholique, et bah, s'il y a une mesure qui symbolise ça, c'est le célibat des prêtres. Et ça, moi, je pense que c'est un problème. Je pense effectivement que c'est un énorme problème et c'est un secret de polichinelle que chacun sait en réalité, et qu'il soit ou non croyant, qu'il soit ou non pratiquant, qu'il soit ou non au sein de l'Église catholique, chacun sait que le vœu de célibat des prêtres et que le célibat des prêtres est la source de énormément de maux, y compris les plus graves, y compris ceux qui touchent les enfants. Et on l'a vu avec l'affaire Bétaram, que c'est un système qui, où quand même, on va en parler juste après, mais la fille de François Bayrou qui a quand même dit tous les enfants qui sont passés à Bétaram comme élèves ont été soit violés, soit roués de coups. Si la fille de François Bayrou dit ça, c'est pas spécialement pour défendre son père, c'est pour défendre la vérité, là, pour le coup. Et là, clairement, on est face à quelque chose d'extrêmement glaçant. Et c'est d'autant plus le patriarcat, ce vœu de célibat, qu'il est nuancé par rapport au vœu de chasteté des sœurs. Les bonnes sœurs font des vœux de chasteté, les prêtres font des vœux de célibat, ce qui est quand même une vraie différence. Une vraie différence. C'est moins un péché pour un prêtre de forniquer, pour reprendre un peu le terme ancien, plutôt que pour les bonnes sœurs qui font vœu de chasteté et de ne lier de relations d'amour qu'à la Sainte Trinité, quoi, qu'à Dieu, quoi, ouais, qu'à Dieu et au petit Jésus. Alors bon, après, je ne sais pas si les performances sexuelles du petit Jésus valent ce qu'elles valent, hein, en y croyant bien fort, mais bon. Créer de la privation. Il était capable de multiplier les orgasmes, selon certains. Ah ouais, d'accord, ok. La Bible selon TikTok, selon Saint Benoît Delru. Créer de la privation, même chez des gens pieux, fait que les plus fragiles font les frais de leur frustration. Bah oui, de toute façon. Et puis tu vois, ça va être aussi une manière d'organiser la déviance d'une certaine manière. Et c'est aussi l'un des problèmes. Ou de canaliser la déviance en lui offrant un point de chute. Exactement. Et c'est exactement ce qui est au cœur de tous les scandales, et notamment au sein de l'affaire Bétaram et du scandale Bayrou. Mais moi, en fait, et là on va en parler là juste après, parce qu'on va écouter la fille de François Bayrou parler à l'émission À l'air libre de Mediapart, un petit extrait qui est vraiment dur pour maintenant pour les cellules de communication de Matignon. Il va essayer de ramer après la bombe que vient de lâcher ta fille, tu vois. Hop, hop.
Retour en l'an 2000. Voilà, retour. Bon, en même temps, tous les célibataires ne sont retour pas dans le bus du collège à Exactement. se passer le truc du lecteur MP3. D'ailleurs, j'étais amoureux d'une Benoît. Ah ouais? Elle était rousse. Je crois que tu me fais peur là. Non, tu me fais peur. Je ne crois ah oui, pas. d'accord, parce que ça pose un problème? Oui. Ok, très bien. Est-ce que François Bayrou, à l'époque, vous dit j'ai rencontré le juge qui m'a expliqué que... Je peux vous confier quelque chose? Oui. Dans le huis clos des missions publiques. Oui, il me rentre, puisque il ne s'en souvient pas, je pense, mais je suis là le soir où il rentre de chez le juge Mirande. On est là tout seuls, tous les deux. Et il me dit, ne le répète surtout pas, j'ai juré d'être dans le secret d'instruction. Est-ce que tu crois possible ça? On est resté là, je lui ai dit, écoute. Et il m'a dit, il est en prison. Qu'il y reste. Mais je pense que le suicide a été pour tout le monde une horreur. Et que... Donc il vous a confirmé avoir parlé au juge Mirande? Avoir juré au juge Mirande de ne pas trahir le secret de l'instruction. Le fait que le juge Mirande avait parlé. Elle vient de le lâcher. Elle vient de le lâcher. Donc, effectivement, cette femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est donc Hélène Perland, voilà. Hélène Perland, qui est donc la fille de François Bayrou, qui vient d'admettre effectivement dans l'émission de Mediapart à l'air libre que oui, son père est intervenu en connaissance de cause auprès du juge Mirande pour au moins avoir des informations sur le père Caricart, c'est ça, le père Caricart, ouais. Le père Caricart, qui était poursuivi, mis en examen, du moins mis en garde à vue, poursuivi pour acte de viol contre des enfants, acte pédophile. Voilà. Donc il était au courant, François Bayrou était au courant, c'est sa propre fille qui nous le dit, et il a donc menti quand il a dit à l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale, je n'étais au courant d'aucun fait de violence, et encore plus de faits de violence à caractère sexuel. Et tu vois, en fait, c'est marrant parce que tu te rappelles au début du scandale Bayrou, on disait, non mais attendez, si François Bayrou était au courant qu'il y avait des violences, vous croyez qu'il allait scolariser ses enfants? C'est d'ailleurs sa défense. Ouais, ça a toujours été sa défense. Oui, il a scolarisé ses enfants, et oui, ses enfants ont été maltraités. Ils n'ont pas forcément subi les mêmes choses que les pires sévices qu'ont subi les élèves de Bétara, mais par contre, ils ont subi des sévices. Et dans un autre témoignage, Hélène Perland raconte justement, et notamment dans le passage du livre dans lequel elle coécrit avec d'autres personnes qui sont victimes de Bétaram. Ce livre de témoignage, le silence de Bétaram, elle écrit en détail l'agression physique où elle a été rouée de coups lors d'une colo organisée par la congrégation de Bétaram, et qu'elle n'a pas osé en parler à ses parents, mais qu'elle était couverte de bleu, et elle avait 14 ans quand c'est arrivé. Voilà, en fait elle était tombée à vélo après une chute malencontreuse, après s'être barrée avoir fait l'école buissonnière avec son petit copain Bobby à l'époque. Je vois pas où tu veux en venir là. Mais non, mais tu vois bien, c'est le genre d'excuses que les enfants disent à leurs parents, ou que tu dis à la cour de récré, ou des choses comme ça, etc., pour pas cacher le truc, parce que il y a quelque chose de plus profond par rapport à ça, tu vois. Abraham Lincoln, il a aussi dit des gendarmes et des juges qui ont juré durant la commission d'enquête. Oui, mais les gendarmes et les juges, ça se trompe aussi. Oui, et comme les éléphants, ça se trompe énormément. Ah, lol. Et d'ailleurs, ce cher François Bayrou, heureusement pas notre ficus, mais l'ordure qui est derrière cette affaire, enfin, qui est derrière une partie de cette affaire, le fait de ne pas l'avoir publicisé, l'ordure présumée, rendu public, et d'avoir parlé au moment où il aurait pu parler, où il aurait pu agir, parce qu'il avait toutes les cartes en main pour agir et mettre fin aux sévices qui ont finalement duré jusqu'aux années 2010, eh bien, cette ordure présumée, effectivement,
il va bientôt passer en commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Betaram, dans une commission présidée en partie, parce qu'il y a deux coprésidents de cette commission, Paul Vannier, qui était le premier à avoir posé la question sur l'affaire Betaram à François Bayrou, qui est revenu à la charge à la séance de questions au gouvernement suivante, et qui a vraiment fait le taf sur cette affaire-là, pas par opportunisme politique comme se défendait François Bayrou et comme l'ont défendu Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, mais par conviction, parce qu'il se trouve que Paul Vannier est un député du Nouveau Front Populaire et de la France Insoumise qui avait travaillé sur la question des sévices subis par les enfants, en particulier dans l'enseignement privé. Tu vois, et là, Mona Roussière, elle te dit le truc. Et pour moi, c'est ça, en fait. Je ne sais pas ce qui est le plus préoccupant. C'est qu'il ne sache pas, ou que sa fille n'ait pas voulu, n'ait pas pu lui parler, ni à lui, ni à sa mère. Car n'oublions pas la mère. Effectivement, la mère qui enseignait la catéchèse à Betaram, quand même. Mais en fait, moi, c'est ça, en fait. À la limite, pour le ministre, déjà, c'est chaud. Mais en tant que père de famille, tu vois. En tant que père de famille, où en fait, tu vois, tu vas essayer de défendre ton image avant de défendre l'intérêt propre de tes enfants. Ça, tu vois, moi, ça, c'est choquant. Et ça, c'est pour moi l'éléphant au milieu de la pièce. Est-ce que, au fond, tu vois, l'image, tu vois, comme disent on va être intersectionnel, tu vois, mais les hommes blancs cis hétéros, tu vois. Est-ce que là, on n'en est pas là? Est-ce que François Bayrou, au fond, avec sa défense, il ne devient pas ce visage du patriarcat, celui que la Macronie d'ailleurs avait promis de déconstruire avec la Startup Nation, etc. etc. François Bayrou avait promis Nouveau Monde avec la Macronie, et on se retrouve à ça, réduit à ça, à l'une des pires affaires, des pires affaires. C'est pas une affaire, c'est le symbole de ce qu'il y a de pire dans le patriarcat en France en 2025. Est-ce que Bayrou incarne ce visage-là? Alors oui, il y a plusieurs choses dans ta question. Pour moi, c'est pas tant le fait qu'il soit homme blanc, cis, hétéro de plus de 60 ans. Effectivement, le problème, c'est pas tant le fait qu'il soit comme ça, ou qu'il y ait des hommes blancs, cis, hétéro de plus de 60 ans. Le problème, c'est le manque de diversité. Et quand il y a un pouvoir qui est composé à 90% de ce type de profil sociologique, oui, c'est un problème. Et donc le problème, c'est pas l'homme blanc cis hétéro de plus de 60 ans, le problème, c'est le manque de diversité. Et c'est pour ça que je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur le fait que je n'essentialise pas par rapport aux individus sur ce qu'ils sont essentiellement, c'est-à-dire hommes, blancs, cis, hétéros, c'est des choses qui a priori on ne choisit pas, mais ni son âge d'ailleurs. Par contre, on choisit d'être et d'avoir des actes, d'avoir des discours, d'avoir des prises de position, d'avoir des gestes. Et effectivement, pour moi, il symbolise le patriarcat parce qu'il défend l'institution certainement la plus patriarcale qui existe aujourd'hui dans le monde et en France, qui est l'église plutôt intégriste, un côté intégriste, vraiment Betaram. Et parce que effectivement, en tant que chef de famille, entre guillemets, et je pense qu'il a clairement cette idée d'être un chef de famille, eh bien, il était à la tête d'une famille dans laquelle c'était l'omerta, y compris sur ce qui touchait à l'intime, sur ce qu'une gamine de 14 ans, qui est quand même une adolescente, qui n'est pas une gamine de 4-5 ans, qui peut s'enfermer dans le mutisme inconsciemment, elle s'est enfermée dans le mutisme consciemment, la fille de François Bayrou, et à 14 ans, elle n'a pas été capable de verbaliser et de dire à ses propres parents qu'elle venait d'être violentée presque à sang, et en tout cas couverte de bleu, par un prêtre dans une colonie de vacances de la congrégation de Betaram. Donc c'est effectivement quelque chose d'assez glaçant, ce récit-là, et sur finalement, le nouveau monde d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à François Bayrou, qui est l'ancien monde sur toute la ligne, à commencer par le patriarcat, qui est la première et la plus ancienne des oppressions. Voilà, un autre peuple qui est opprimé. Alors, Abraham Lincoln. Pour le coup, en plus, il ne pourra pas faire la sourde oreille en prétextant que la commission d'enquête est une récupération politique, car Paul Vannier est à la France Insoumise. Mais la co-gestionnaire, la commission, enfin, de la co-gestionnaire de la commission est Violette Spilibou, une partisane de Macron,
Et alors, une partisane de Macron, et c'est une tweetos acharnée. Hein. Des fois, je sais tu la sors. Elle a été directrice de cabinet, je crois, de Martine Aubry à Lille. Donc, elle était au Parti Socialiste. Et après, elle est devenue macroniste. Elle a été candidate aux législatives. Très zélée. Très zélée, effectivement. Zélée, oui, donc... très proche de Macron et de son entourage proche. C'est pas, c'est pas Édouard Philippe ou Gérald Darmanin ou des profils qui roulent pour eux, quoi. Qui roulent pour eux, effectivement. Ou même d'autres comme Aurore Berger par exemple qui roule pour elle d'une certaine manière. Violette Spilbou, elle a peut-être l'avantage de ne pas être spécialement carriériste, par contre elle est extrêmement suiviste et elle est particulièrement vis-à-vis de Macron qu'elle n'hésite pas effectivement à encenser et à suivre dans la plus grande loyauté. Et donc, le fait qu'elle soit présente quand même à cette commission d'enquête, effectivement, c'est difficile d'utiliser la carte de la récupération politique. C'est ça. Non seulement elle est présente, mais elle préside. Et oui. Elle préside la commission d'enquête aux côtés de Paul Vannier. Donc, et elle est d'accord pour dire que c'est grave d'entendre les juges, les enquêteurs de l'époque, de la gendarmerie, qui quand même ont dit tous la même version, et que le seul qui va donner une version qui va à l'encontre de toutes les autres, bah, c'est François Bayrou. C'est François Bayrou. Chips. Donc tout le monde ment sauf lui, tout le monde ment même sa fille sauf lui. Bah, là, ça commence à devenir un peu gros. Et désolé à notre ficus si on l'a appelé comme ça. Pour la 5e fois sur ce ficus. Je n'aurai jamais de mots assez tendres et assez cléments vis-à-vis de ce ficus qu'on a tué, parce qu'en fait, il ne meurt pas d'un manque d'eau, il meurt de son nom, en fait. Il meurt de son nom. On l'a baptisé Bayrou et il meurt depuis. Il meurt depuis. N'appelez jamais vos enfants Bayrou. C'est la pire erreur que vous puissiez faire. Voilà. Oh mon Bayrou. Je le caresse. C'est quand la commission d'enquête? En fait, elle est en cours. Il y a plusieurs auditions en cours, dont des auditions qui ont déjà eu lieu, celles, par exemple, des gendarmes, etc. Et pour ce qui est de l'audition de François Bayrou, je crois que c'est aux alentours de mi-mai. Aux alentours de mi-mai. Alors, on l'a baptisé de manière républicaine, Abraham Lincoln, le ficus. Donc, tu peux pas nous accuser d'être à la solde de Bolloré, même si, effectivement, et je l'ai déjà dit, si Bolloré me paye, bon, peut-être qu'on reformulera la charte d'Infoscope. D'ici là, pour l'instant, on selon est les bons préceptes de Mein Kampf, voilà. Mon combat, le nouveau livre coécrit par Adam Fourage et le cardinal dont j'ai oublié le nom, Robert Sarra. Voilà, notre combat. Notre combat. Voilà, contre l'islamisation. Voilà, de l'Afrique. Contre le grand remplacement. En Afrique. Voilà, le grand remplacement de l'Afrique. Hein. En Afrique, on n'est plus chez nous, comme dirait l'autre. Il faut abattre le patriarcat. Trop de représentation d'hommes en majorité. Effectivement, même dans, dans ce stream, parce qu'il n'y a pas d'intervenante ou pas à venir, même si on va parler du travail d'une de nos journalistes, Mona Roussière, ici présente dans le chat, puisque son prochain article qui va sortir dans 40 grosses minutes, c'est elle qui va nous en parler. Mais d'ici là, on va terminer pour le ficus, rebaptisez-le. Il est en pleine dépression. Mais non, il va l'assumer, c'est son nom, il faut qu'il le déconstruise. Voilà, Bayrou, déconstruis ton nom, déconstruis-toi. Tu peux briser le cercle, On lui en demande beaucoup à ce je pense. Bon alors, il y en a un qui nous a aussi, utilise le super close. Voilà, alors, j'ai une question, j'envisage de lui faire une couronne pour Burger Queen, Ficus Queen. Alors, s'il y a quelque chose qu'il faut abattre, en plus du patriarcat, ce sont les supporters lensois. Quand ils gagnent face au SCO d'Angers. Mais ici, il y a une chose qu'il faut encore plus abattre, c'est les néo-nazis. Parce que déjà que Lille a pris Angers 2-0 en triangle dans un match où il n'y avait rien, mais alors les nazis, eux, ils vont encore plus loin. Ils disent que Angers, c'est l'Allemagne. Angers, c'est l'Allemagne. Bande de FDP, FDF d'ailleurs, on voit qu'ils savent très bien écrire, des fils de flûte. Fils de faf, fils de facho, en fait, c'est comme ça qu'ils s'appellent entre eux, et du coup, ils arrivent pas à mettre des P, en fait. Voilà, c'est ça. Non, alors pourquoi ils ont un blocage, quoi. Alors pourquoi on a fait ça? Angers, c'est l'Allemagne, oui, d'accord. Angers, c'est l'Allemagne. Ce sont vraiment des tags néo-nazis, on va un peu moins en rire. Voilà, mais vaut mieux en rire qu'en pleurer, parce que... Effectivement.
sur la bourse du travail de Trélazé. Donc Trélazé, pour vous dire, c'est une ville historiquement ouvrière. Angélute Info qui publie ça effectivement il y a 2 jours. Bourse du travail avec la croix celtique, emblème des néo-nazis. Parce que la croix gammée ça fait un peu mauvaise presse et puis c'est dur à dessiner la croix gammée alors qu'un rond avec 2 traits ça passe mieux que 6 traits c'est trop dur. Il a compté. Ouais, j'ai compté et 1161 c'est pour anti-fasciste action. Anti-fasciste voilà. On n'est pas fasciste, on est anti-fasciste. Ok, merci le fasciste. C'est dur. L'extrême droite, c'est vraiment dégueulasse. Comme dit Somat Satou, c'est pas top. L'extrême droite, c'est pas top. Ok. Ouais. Adolf Hitler, c'est pas top. Il est pas cool. Hein. Pas cool. C'est un curseur comme sur CS, exactement comme sur Counter-Strike, c'est un curseur. Donc voilà pour vous dire, donc une semaine après le live, on a parlé de TEDxBet et qu'on a parlé donc déjà de cet immonde article de cet observatoire des libertés politiques sur nos camarades du mouvement des jeunes communistes de France. Eh bien, les fachos, on voit qu'ils sont encore en forme olympique, hein, voilà, puisqu'ils nous font des tags donc à la bourse du travail de Trélazé, ce que tu as rappelé. Voilà, donc Trélazé, pour vous dire, c'est donc une ville historiquement ouvrière qui est limitrophe d'Angers, juste à l'est d'Angers, et qui abritait notamment les mines d'ardoise pendant très longtemps, qui ont fermé définitivement il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une douzaine d'années. Ouais, voilà, exactement, une douzaine d'années. Et ces mines d'ardoise avaient alors apogé des centaines de mineurs, je crois, qui travaillaient là, juste à côté d'Angers. Et c'est donc pour ça que cette commune qui est juste à côté d'Angers, elle a sa propre bourse du travail, parce que les syndicats y étaient forts, ils le sont toujours dans cette commune, plus que dans d'autres communes limitrophes d'Angers. Et cette bourse du travail a été prise pour cible. Alors, non seulement ces tags néo-nazis ont été... donc on salit la bourse du travail de Trélazé vendredi ou jeudi dernier, mais au-delà de ça, c'était la veille, à moins de 24 heures, d'un meeting de Éric Zemmour à Chemillé, donc une commune de l'Anjou, juste pas loin de C'est ce que Trélazé. t'expliquais, ça a donné quoi le rassemblement sur Chemillé d'Iel Toucano qui parle pour la première fois. Salut à toi d'ailleurs. Je ne sais pas ce que ça a donné le rassemblement à Chemillé, puisque, fun fact, nous n'y étions pas invités. Voilà, hein. Voilà. En tant que média indépendant, woke et gauchiste, intersectionnel et antifasciste. Et le rassemblement qu'il y a eu contre Chemillé, écoute, on n'a pas eu de vent, hein, mais on peut aller checker. Pendant que je vais checker, moi, la question que je vais te poser. On parlait de TEDxBet la semaine dernière. Somat avait écrit un article là-dessus. En quoi cette attaque, elle est symbolique sur une bourse du travail? En quoi cette attaque de l'extrême droite, taguée, cette action politique, elle est symbolique? Taguer la bourse du travail, c'est symbolique parce que les fascistes s'en prennent toujours avant tout au mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier entendu comme l'organisation, le prolétariat, la classe ouvrière organisée pour ses propres intérêts au sein de ses propres organisations, au sein de ses propres institutions que sont les syndicats. Et d'ailleurs, les premiers fascistes italiens menés par Mussolini étaient avant tout des chemises noires qui étaient des briseurs de grève, qui fracassaient la gueule des ouvriers qui faisaient grève pour leur salaire et contre la vie chère. Sur leur piquet de grève, ils se faisaient casser la gueule par des milices fascistes organisées, coordonnées par Mussolini en Italie dans les années 20, et que ça a abouti à ce que la bourgeoisie était bien trop contente de ces milices, au point de leur accorder le pouvoir politique, puisque je pense qu'aujourd'hui, dans un État bourgeois, la classe dominante capitaliste accorde ou non le pouvoir à des forces réactionnaires, et ultra-réactionnaire, en l'occurrence le fascisme, et que ça a été le cas pour l'Italie des années 20, et que à chaque fois, les premiers ennemis des fascistes
italiens ou des fascistes au sens large, y compris des néo-nazis, ce sont les syndicalistes, les opposants politiques, en particulier les représentants de la gauche radicale, les représentants de la gauche ouvrière, et que d'ailleurs les premiers à avoir peuplé les camps de concentration en Allemagne nazie dès 1933, pas à Dachau, à Buchenwald ou à Dachau. Si, à Dachau. Dachau qui a donc ouvert juste avant la nomination d'Hitler au poste de chancelier, mais qui a été évidemment remanié par le pouvoir nazi pour correspondre à ces visées politiques, à ce régime du Troisième Reich à venir. En 1933, les premiers à peupler le camp de Dachau, le camp de concentration, ce sont les opposants politiques, ce sont les communistes, les socialistes, les syndicalistes. Voilà. Donc oui, pour que vous voyez bien, effectivement, il y a eu une action vite fait. La mairie de Chemillé a été donc taguée, collabo, Zemmour égale nazi, mairie collabo. Bon là voilà, c'est pas sûr que ce soit de nature à apaiser le débat, mais moi j'ai une vraie question à te poser, et c'est Abraham Lincoln qui nous la pose. Est-ce que le Père Noël passe-t-il par la Chemillé? Je pense que si le Père Noël passe par la Chemillé, Éric Zemmour rêve d'y brûler certaines personnes. Voilà, alors peut-être. En tout cas, El Toucano nous dit les élus de Chemillé étaient contre le rassemblement, il me semble. Oui, il suffit que ce soit une salle qui soit privée et son meeting il peut avoir lieu. Hein, tu vois, je veux dire, c'est aussi ça l'un des problèmes quand on décide de taguer un truc. Des fois, c'est pas forcément le bon acteur. Je me rappelle lors de la toute première manifestation, à ce propos, ça me fait penser à ça en fait, tu vois. Lors de la toute première manifestation, parce que le tout premier local de l'Alvarium, il était donc dans une cité qui s'appelle Savary, qui sont des HLM. Et le tout premier local, c'était en fait un appart HLM, tu vois. Et il y a eu un rassemblement, il y a eu une manif devant, forcément, tu vois, devant l'installation. En plus, c'était vraiment la première fois, donc ça avait ramené un peu de monde, ça avait choqué. Et je me rappelle d'un antifa, qui arrive et qui balance une bombe de peinture sur un des appartements à côté de ce local-là. Sauf que c'est un local HLM. Il appartient pas à la mairie, il appartient pas à la mairie d'Angers, c'est des habitants qui y habitent, tu vois ce que je veux dire et tout. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on retrouve chez certains antifascistes, c'est qu'ils utilisent la violence comme moyen d'action privilégié pour faire passer leurs idées politiques, comme théorie et pratique politique. Ils utilisent la violence pour des fins nobles, entre guillemets, qui sont l'antiracisme, le vivre ensemble, etc. Ils n'hésitent pas à user de la violence en miroir de la violence fasciste, et que finalement, les moyens influencent la fin au point de donner des militants qui sont rongés par l'aigreur ou par l'impuissance de faire changer les choses, puisqu'effectivement, ce n'est pas la violence qui fait changer les choses, ce sont les masses populaires quand elles sont organisées, quand elles sont déterminées et quand elles combattent et qu'elles ne laissent pas passer le fascisme. Voilà, bon, là il est 19h17, on va se donner 3 petites minutes de pause, est-ce que ça va à tout le monde? 3 minutes, c'est très bien. 3 minutes, c'est excellent. Et on vous laisse en musique avec la musique de Dirty Nico. N'oubliez pas de vous abonner à Infoscope ou de nous suivre si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur le bouton cœur. Hein, je pense au Toucano, fils de pulpe. Allez-y, petit cœur coréen sur nous. Et nous, on se revoit dans 3 minutes, les loulous. Goulinoise, j'espère que tout le monde va bien en goulinerie. Nous allons donc pouvoir passer à la deuxième partie de l'émission autour donc du Requiem pour la culture. C'est comme ça que nous avons titré notre émission Twitch, le Requiem pour la culture, qui est inspiré d'un article qui va sortir dans une petite demi-heure, 40 minutes, écrit par Mona Roussière, présente ici dans le chat, journaliste pour Infoscope. Merci à toi, Mona, de nous avoir mené une enquête sur les coupes de budget de la culture faites par la présidente de la région, assumée par la présidente de la région, Christelle Morancet. Christelle Morancet, qui est d'ailleurs un poulain
Des sérieux les gars, des écouteurs, t'en as pour 5 balles. Oui, bah écoute, c'est bon. Nous, on aime bien partager des trucs. On est de gauche, bordel. On partage. Voilà ce qu'on partage. Voilà. Bravo, merci. Alors là, tu vois, ça y est, le chat est en mode calembour et pantalonnade. Et nous, pendant ce temps-là, nous allons écouter un petit reportage proposé par Mona Roussière dans le cadre de cette émission. Alors, en fait, exactement, elle m'a dit, Mona Roussière, tu vas voir, il y a un journal, dans le journal de 8h, il y a un super reportage fait par France Inter. Tu te démerdes, tu vas le chercher, mais je te jure, faut le mettre pour l'émission pour l'émission de ce soir. Donc, étant donné que je suis quelqu'un de discipliné, je me suis astreint, j'ai vraiment de l'autorité sur mes collègues, c'est vachement bien. Et donc nous allons écouter, donc on le découvre en même temps que vous, hein, ce reportage sur le journal de 8h, sur donc du coup... Le journal de 8h du lundi 28 avril 2025, voilà, c'est aujourd'hui, messieurs dames. Protéger l'audiovisuel et la radio publique française quand quand elle sera privatisée et aux ordres de Vincent Bolloré, c'est-à-dire à peu près comme déjà 95% du PAF, tu vois, et ben on sera bien triste. Donc merci. En même temps, quand le service public sera aux ordres d'un autre Vincent Bolloré, ce sera pas beaucoup mieux. Oui, mais bon, allez, voilà. En tout cas, pour l'instant, nous allons donc écouter... Non, mais défendons le service public tant qu'il est en vie. Oui. Camille de la Guyonnière règle les derniers détails d'un spectacle pour jeune public. Il dirige le Théâtre Régional des Pays de la Loire. Il est invité tous les ans à se produire au Printemps des Orgues. Mais c'est peut-être la dernière fois, car le festival présidé par Bruno Morel s'est vu supprimer 12 000 € de subventions par la région. Il faut qu'on absorbe ce déficit ou qu'on disparaisse. Il n'y a pas d'autre solution. C'est 3% de notre budget annuel, certes, mais c'est quand même 12 000 € et on ne peut pas trouver... On nous a dit qu'il fallait retrouver des mécènes, mais des mécènes on en a déjà beaucoup. Pour le Théâtre Régional des Pays de la Loire, la coupe est encore plus drastique. 165 000 €, c'est 30% de son budget. Camille de la Guyonnière a déjà prévu des licenciements dans son équipe. Sur cet été, on travaille avec 19 intermittents. Sur l'été prochain, il n'en restera que 8. En permanent, on était 5. Il n'en restera plus que 2. Tu veux qu'on marque la porte, Mo ? On a remis l'orgue dans l'alignement. Le Théâtre Régional des Pays de la Loire existe depuis plus de 60 ans. Son rôle, c'est d'aller dans les petites communes, là où il n'y a pas de théâtre, une vraie mission de service public qui risque de s'éteindre. Dans les quartiers aussi, ils vont pas mal dans les quartiers. C'est aussi une des missions qu'on peut voir. Ils donnent souvent des entrées, des ateliers dans les quartiers, notamment dans la maison pour tous de Montplaisir. Il y a pas mal d'ateliers qui sont faits par rapport à ça. Et c'est ce genre de mission-là qui risque d'être supprimé. Ça, c'est un point. Ça va être la première des missions qui va être supprimée. Ça va être les missions liées au social. L'idée, c'était de revenir d'année en année pour redonner l'habitude d'aller au théâtre à des gens où c'est pas du tout dans leur quotidien. Faut reconnaître qu'en France, le théâtre ne fait pas partie du quotidien des citoyens. Et dans un village de 1200 habitants, on peut se retrouver avec des représentations à 400 personnes. Résultat, l'été prochain, Camille de la Guyonnière va diviser par 2 sa tournée et passer de 60 à 30 villages. Il va aussi changer de nom car il n'est plus question pour lui de promouvoir une région qui abandonne le spectacle vivant. Voilà, reportage Stéphane Capron dans les Pays de la Loire concernant Merci Stéphane, merci à ces petites mains, à ceux du journalisme. Vous faites vivre le journalisme. Quand même, on le dit jamais assez, mais à Infroscope, parce qu'on rage, parce qu'on est des gros rageux en tant que médias indépendants. Mais heureusement qu'il y a encore les petites mains qui nous font des reportages comme celui-là, qui cadrent effectivement bien le propos. Salut Tristan, j'espère que ça fait plaisir. Là, tu viens d'arriver pour la deuxième partie de l'émission où on va parler donc de la culture et des coupes budgétaires, du budget lié à la culture de Christelle Morancet. Alors, du coup, comment on peut résumer un peu ce qu'on vient d'entendre? En fait, c'est vrai que ce qui est intéressant de cadrer, parce qu'on dit oui, c'est des coupes dans la culture, etc., ça va faire moins d'argent. Moi, je trouve que ce qui est intéressant avec ce reportage, c'est qu'il donne à voir ce que ça veut dire, en fait. Moins un exemple extrêmement concret, c'est ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans les médias locaux comme Ouest France par exemple, il a été question des coupes budgétaires de 100 millions, finalement 82 millions
de coupe budgétaire pour l'année 2025, décidée par Christelle Morancé, qui est aussi numéro 3 du parti Horizon d'Édouard Philippe, hein, et qui est la figure de proue de l'austéritaire macroniste, post-macroniste, philippiste, si on peut dire. Elle est en position centrale entre Béchu et Retailleau, quoi. Tu vois. Et effectivement, oui, elle est un peu, elle a fait partie de la droite forte. Elle a été juste après Retailleau présidente de la région Pays de la Loire, et elle est aussi avec Christophe Béchu membre d'Horizon. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière ces articles de presse où on annonçait des grands chiffres, 82 millions de coupes budgétaires, etc., il y a une réalité extrêmement tangible, extrêmement concrète, et c'est ce que donne à voir ce reportage-là, qui était ce matin sur France Inter, qui justement donne un exemple extrêmement concret, le théâtre qui va de village en village et aussi de quartier populaire en quartier populaire au contact de populations qui sont éloignées du théâtre pour faire connaître le spectacle vivant et avec des représentations qui ont du succès populaire, qui ont du succès avec des publics de plusieurs centaines de personnes parfois. Et là, on apprend que on ne sait pas si justement l'année prochaine, ça existera toujours. Et si ça existe toujours, eh bien, ce sera 30 dates en moins sur 60. Donc, moitié moins de dates de tournée et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est... On va aller lire ton... On va lire... Eh, te presse pas, Mona. Eh, on est tranquille, on est ensemble. Hein. Je veux dire, on a encore un peu de temps ensemble. On va le lire, ton article. Il va être lu, on va en faire la plus grande des promos. Je crois que c'est un budget adopté en 2025 pour un budget pluriannuel jusqu'en 2028. Voilà, exactement. Allez, j'épingle ce petit message-là. Ah, j'adore. Ah, il le fait aussi. Oh, il le fait. Hop, message. Voilà, je voulais juste qu'on voit plus ta gueule. Ok, bah ça marche. Ouais, ça marche. Ça marche très bien, très bien. Super, j'espère qu'il y a personne qui a trop parlé par rapport à ça. 19 employés à 8. Oui, 19 employés. Et donc ce n'est qu'un exemple à travers la France. Oui, voilà. Ça spam, au secours, je dois ban. Oui, bah vas-y, bonne Infoscope 21, on va voir ce que ça donne. Essaye de nous ban, tiens, qui viennent nous chercher, comme dirait Emmanuel Macron. Le responsable est là. Le responsable, il est là. Moi, on me voit plus, de toute façon, j'ai été invisibilisé, comme toutes mes luttes que je porte depuis le départ, tu vois, je veux dire. Fait chier, voilà. Mais ça m'étonne pas. À Infoscope, il y a toujours eu quelque chose, un petit peu de fake dans Infoscope. Je vous le dis comme je le vois, je vous le dis comme je le pense. En fait, voilà, c'est quand même ce truc-là dont il faut se rendre compte. Et ça, je suis d'accord avec ce que disait Abraham Lincoln. C'est qu'un exemple parmi la France, et c'est même, entre guillemets, ce qui va faire jurisprudence aussi, toute la France. Parce que si vous croyez que pour l'instant c'est juste dans le cas d'une banale région de l'ouest de la France où en fait les mecs ils sont un petit peu cinglés avec justement le pape et le maintien de l'ordre, et que en fait la musique c'est juste du piano. Non, ça va arriver chez les Wauquiez, chez les Xavier Bertrand, chez les Valérie Pécresse, ce genre de choses. On le voit déjà, hein, de toute façon, tout le monde. Parce que nous, on les voit, les effets, et la mobilisation sur le terrain, elle est extrêmement forte. D'ailleurs, je veux dire, pour ceux qui sont dans l'ouest de la France, n'hésitez pas à suivre les actualités du collectif Convergence 49, qui est voilà, c'est une reprise en main de la culture par les idéologies de droite. Et d'ailleurs, ça c'était un peu la question que je m'étais un petit peu posée, que je suis en train de me poser. Mais tu vois, par exemple, le Puy du Fou, lui, est-ce qu'il va être concerné par les coupes budgétaires, tu vois? C'est une bonne question. Après, le Puy du Fou amassent énormément d'argent, oui, et ils font travailler des centaines de personnes chaque jour gratuitement. Exactement. Gratuitement. Donc en fait, parce que ce sont des personnes qui sont animées par le projet de Philippe de Villiers, de sa famille, et le projet du Puy du Fou. Et donc, ce sont certes de très beaux spectacles apparemment. Moi, je n'y suis jamais allé, mais par contre, tu vas jamais à aucun spectacle. Hein. C'est vrai. Quand tu dis 400 personnes dans une salle, on dit waouh, c'est énorme, mais en fait, il s'en rend pas compte. Si je m'en rendais compte, je ferais une syncope directe. Tu vois, nous, quand on a 10 personnes, on a déjà du mal à gérer le stress, alors bon. Pas concerné parce que c'est un montage juridique très malin. Le Puy du Fou ne reçoit pas de subvention en direct. Ouais, ça m'étonne pas du tout, effectivement. C'est un montage juridique. Hein. Ils ont beaucoup d'avocats dans l'extrême droite. Exact. Et effectivement, en fait, grosso modo, s'il faut résumer
la culture telle qu'elle est envisagée par la droite et par la gauche. Pour la droite, la culture, c'est le patrimoine, en gros, c'est la préservation des bâtiments historiques. Et la musique classique. La musique classique d'une certaine manière, mais c'est surtout la préservation du patrimoine au sens large du terme. Et pour ce qui est de la gauche, c'est la création. C'est la création, l'innovation, des nouvelles histoires, des nouvelles façons de raconter des histoires, des nouveaux messages, des nouvelles façons de les faire passer. Et que c'est cette création qui est surtout mise à mal parce que pour ce qui est, par exemple, des budgets, et c'est très bien résumé dans l'article de Mona Roussière, c'est que le budget de la culture ne provient qu'en faible part des régions, parce que c'est une compétence partagée par l'État et par l'ensemble des collectivités, à chaque échelon des collectivités, et que ce sont les communes qui abondent le plus le budget de la culture, mais les communes abondent le budget de la culture sur le volet patrimonial, sur le volet immobilier, on va dire, de la culture, alors que les régions, elles subventionnent en particulier la création. Et quand Morancé décide de sabrer massivement les subventions aux associations et à la... Oui, il fait la gueule, le ficus, je suis vraiment désolé, El Tucano. Depuis qu'on l'a appelé Bérou, il le supporte plus, mais on va tout faire pour laver son honneur à ce ficus et réhabiliter le nom de Bérou. Mais t'as réussi à perdre ta concentration sur ce que tu disais en 30 secondes top chrono. Hein. En 30 secondes top chrono, je vais essayer de la retrouver, mais dans 30 secondes top chrono, j'aurais toujours pas terminé. Mais, et du coup, c'est en ça que quand la région sabre et condamne des associations culturelles, ce ne sont pas des associations culturelles qui sont comme subventionnées par les communes, qui visent à la gestion d'un château ou des choses comme ça. Ce sont des associations culturelles qui visent à la création, à faire connaître le spectacle vivant auprès de publics qui en sont éloignés, à faire connaître la musique, à faire connaître l'apprentissage de la musique, etc., etc. Et que c'est tout ce volet entre guillemets de gauche, quoi, entre guillemets émancipateur de la culture, qui est aujourd'hui mise à mal par le sabrage de Christelle Morancé, qui évidemment assume complètement d'être sur ce cas-là dans la lignée d'Elon Musk, et qu'elle trouve d'ailleurs génial. Selon ses propres mots, c'est un type génial, c'est ce qu'elle a dit sur X en début d'année 2025. Alors, t'as deux choses. Alors, il y a plein de choses là. Le chat, je suis d'accord avec tout. Alors, déjà, Fontevraud. Donc, l'abbaye de Fontevraud, donc c'est l'abbaye royale où il y a le corps de je sais plus qui, d'Aliénor d'Aquitaine ou un truc comme ça qui est à l'abbaye de Fontevraud. C'est dans le Maine-et-Loire. Hein, c'est à la frontière donc de Saumur. Capte 42% des subventions à la culture de la région. C'est le Stéphane Bern d'Infoscope. Oui, exactement. J'ai fait une fac d'histoire, je me suis retrouvé journaliste. Très sombre. Mais tu vois, sur un deuxième, donc c'est scandaleux, c'est honteux, et on en revient sur cette question que c'est une abbaye royale qui consacre une figure tutélaire religieuse. En tout cas, même si elle n'est pas sainte, elle fait partie du patrimoine, entre guillemets, et qui est un patrimoine qui était consacré, parce qu'Aliénor d'Aquitaine, c'était en plus une femme très pieuse, tout ça. Richard Cœur de Lion aussi, ouais, comme dit El Tucano, effectivement. J'espère qu'il y avait Robin des Bois au moins. Non, il y avait, ouais, voilà, bah, tu vois, je veux dire, c'était au moment où, justement, à Sherwood, c'était en train de se sniper des flèches un peu à droite, à gauche, tu vois. Mais je vais revenir sur le commentaire d'Aliénor, le mec du fromage, exactement. Sur le commentaire d'Abraham. Le mec du fromage, c'est président. Ouais, c'est tu ça. confonds Abraham Lincoln. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, je vais revenir sur le commentaire d'Aliénor Lincoln. L'accès à la culture. L'accès à la culture pour tous a toujours été une bataille rude. Et c'est toujours les mêmes qui feront restreindre l'extrait. Comme toujours, de toute façon, les jeunes de banlieue qui écoutent du rap vont pas aller regarder les grandes pièces de théâtre ou de l'opéra. C'est la même chose pour les jeunes des campagnes. Et c'est aussi l'une des choses qu'on enlève avec la création artistique, avec ces programmes sociaux, où tu vas de village en village ou de quartier en quartier. C'est ces moments-là où en fait, on arrive à dire qu'il n'y a pas deux France, en fait, tu vois. Dire, la culture, c'est peut-être l'un des derniers endroits où en fait on peut se dire que la France n'est pas si divisée que ça, tu vois. Quand tu te retrouves dans une salle de concert et que peu importe où tu es, qui tu es, d'où tu viens, l'important c'est le kiff de la musique. Honnêtement,
Ça, tu vois, ça montre bien que toutes ces analyses de France périphérique, de la France d'un côté, France des bourgs, France des tours, France des bourgs, France des tours, c'est deux choses différentes et que même il faut avoir parfois un discours politique qui est différent. Et bah tu vois, à travers l'art, et bah on transcende ça. À travers la création artistique, on transcende cette question-là et en détruisant ça, et bien effectivement, c'est donner du crédit à l'idéologie d'Elon Musk, hein, tu vois, à cette idéologie de la guerre civile, de deux France qui se parlent et qui sont même prêtes à se foutre dessus, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est ça aussi la conséquence concrète du truc, quoi. Ouais, c'est sûr que on est effectivement sur quelque chose qui, la culture, c'est justement ce que je disais tout à l'heure sur la diversité. La diversité, c'est la diversité de profils, la diversité de parcours, la diversité d'expériences, et que cette diversité, c'est une richesse absolue dans une société comme la nôtre, en plus interconnectée dans le monde et interconnectée entre nous, avec des moyens de communication ultra rapides, qui peuvent être répétés, etc. Et que finalement, ça permet de revenir aussi le spectacle vivant à quelque chose de très humain, à quelque chose de, à la fois traditionnel dans le sens où on vit l'instant présent pas à travers un écran, mais directement pour vivre un concert, vivre une pièce de théâtre, etc. Et être dans une forme, là je vais emprunter le vocabulaire religieux, mais dans une forme de communion du public avec les artistes et que justement ça permette de gommer toute forme de clivage pour ensemble kiffer sur un spectacle, ensemble kiffer sur un concert, sur de la musique, sur une histoire qui nous est racontée, sur une interprétation par des comédiennes et des comédiens, sur plein de choses, et que derrière, quand on attaque la culture, on attaque la capacité de la France à être une et indivisible comme la République et à être à justement réconcilier les morceaux de nuances culturelles pour faire un tout, une vraie communauté nationale. Et derrière ça... Ou sociale. Après, je pense quand même qu'il y a deux France. Il y a la France des milliardaires et il y a la France du reste. Attends, t'as encore mieux. T'as Mona Roussière qui parle de culture au sens anthropologique ou de culture comme moyen de distinction. Attention, excusez-nous, là, ça nous sort un peu... Elle a dû faire un DEA, je pense, à l'époque, de sociologie. Je pense, mais tu nous diras en commentaire si c'est vrai. Ou de la culture la culture qui ressemble. On parle de la création artistique. On parle de la création artistique celle qui permet d'unir les gens. Et je suis d'accord avec toi, Abraham. La culture, c'est comme la confiture. C'est ceux qui possèdent les grandes enseignes qui peuvent la revendre. Les autres, c'est régime pain sec. Et pour les angevines et pour les angevins, pour les goulinoises qui viennent d'Angers, la seule chose et le mieux qu'on puisse d'ailleurs vous dire, c'est d'aller faire un tour à l'Assemblée Générale de Convergence 49. Tenez, Convergence, c'est un collectif qui a été mis en place au moment de l'annonce des coupes budgétaires par Christelle Morancé. Et Convergence, comme son nom l'indique, a pour ambition de faire converger plusieurs secteurs, non seulement les différents secteurs de la culture et de l'art, et de la création, mais pas seulement, puisqu'il y a d'autres secteurs qui sont aussi concernés, et Mona Roussière le rappelle dans son article, par les coupes budgétaires, notamment le planning familial avec la question des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur la question aussi des missions locales qui sont extrêmement affectées. Donc les missions locales, c'est notamment pour accompagner des jeunes, y compris pour leur première recherche d'emploi, etc., etc. Eh bien, tout ça, c'est terriblement affecté d'un point de vue budgétaire, au point d'être en situation de péril de mort, de ne pas savoir s'ils pourront continuer à maintenir leur activité et même à continuer toute forme d'activité. Eh bien, j'ai pas vu le message. Il a banné un bot. Ok. Et donc... tout simplement, ce que je voulais dire, c'était que Convergence, c'est un collectif qui existe dans tous les pays de la Loire, qui fait converger et qui a fait converger notamment lors d'une grande manifestation fin novembre ou début décembre à Nantes, devant l'hôtel de région, une grande manifestation populaire qui avait de la gueule.
Et là, ils font une assemblée générale la prochaine, le mardi 29 avril, demain à 18h à la Bourse du Travail d'Angers. Alors, c'est ouvert replay en VOD, ça sert à rien cette info, hein, je vous c'est préviens. ouvert à tous c'est donc n'importe qui peut s'y rendre. Pour ce qui est des infos plus précises, cherchez peut-être. Je crois qu'ils ont un compte Instagram. Ils ont un compte Insta. Convergence 49. On va vous le montrer. C'est tout simplement à la Bourse du Travail. Donc à mon avis à la salle Fernand Pelloutier. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi le sport et l'éducation populaire. Ouais, alors Monia Roussière, par contre, tu vois, là du coup, ok, la culture dominante ou la culture qui rassemble, et là tu vas nous parler d'éducation populaire. Voilà, définis-moi éducation populaire, camarade, définis-moi éducation populaire. Parce que mais le sport, c'est aussi de la culture qui rassemble. Oui, non, mais c'est vrai. Enfin, ça dépend. Par exemple, si tu fais du Krav Maga, ou du MMA, ou du golf, ou de l'escrime. Ou de l'escrime, tu sais que j'ai fait de l'escrime. De l'aquaponie. Alors l'aquaponie, est-ce que ça rassemble? Est-ce que ça rassemble le truc à cheval là, qui t'as vraiment l'air d'un con là. Du polo. Ouais, exactement. Exactement. Voilà. Merci du rappel, nous dit El Toucano. Bah écoute, de rien, c'est notre boulot. Donc hop, on y est. 49 pour ceux qui l'ignorent, c'est le numéro de département du Maine-et-Loire. Donc Convergence 49, c'est évidemment le nom du collectif en Loire-Atlantique. Voilà, donc Convergence 49, n'hésitez pas à les follow pour ceux du Maine-et-Loire, Convergence 44 pour la Loire-Atlantique. Vous avez toutes les infos, hein, qui met bien. Bon, alors des fois après, ouais, ils travaillent pas dans la com. Mais ce sont des artistes, pas des communicants. Oui, voilà. Et ils le prouvent chaque jour. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à les follow. Voilà, on en a toujours besoin de ce genre de personnes. Je reviens dans ma page présentation. Et bah écoutez, on va se terminer sur une petite. Je vous propose qu'on écoute François Morel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas François Morel, c'est le gars qui joue Jean-Luc Mélenchon dans Baron Noir. Si vous avez jamais vu Baron Noir, allez regarder Baron Noir sur Canal+. Ouais, ça aussi c'est de la création culturelle. Et oui, c'est peut-être la création culturelle de Vincent Bolloré, mais ça part de la gauche, ok? Et c'est super émouvant, parce que nous, en tant que militants, on s'est retrouvés, ok? Ok, boomer, le boomer, le gars. Ok, boomer de l'UNEF. Ok, ouais. Le mec, il a 24 ans. T'es un ancien si t'as connu l'UNEF. Ouais, t'es un ancien si t'as connu l'UNEF. T'étais à quelle tendance, toi? Moi, j'étais à la TUD. Putain, le mec, c'était vraiment tellement un ancien, tu sais, genre que le mec, il était à la TUD. Ouais. T-U-U-D. Tu sais ce que ça veut dire encore aujourd'hui ou pas? Ouais, tendance pour une UNEF unitaire démocratique. Ah, il s'en rappelle. Ah, je m'en souviens. C'est beau, c'est beau. Parce que moi, je me rappelle même plus le nom de ma tendance. Ouais, mais en même temps, t'étais pas militant. Non. Clochard, si tu es là, tu pourras confirmer. Oui, de toute façon, on m'a jamais vu, tu vois, je veux dire, militer, on m'a surtout vu boire du café. On n'a jamais vu à l'UNEF. On n'a jamais vu Adam Fourage et un trac dans la même pièce. C'est clair. Non, mais moi, je vous dis, engagez-vous, mais voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi, tu vois, je veux dire. En vrai, elle a raison. Ouvrir sur des sports moins accessibles ou moins publicités par les médias, c'était tout un délire quand je bossais dans l'animation dans le quartier du Boule. Non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis absolument d'accord avec ça. C'était évidemment un troll. Je répondais au troll par le troll, ok? Ici, c'est l'émission du troll. Mais avant de parler donc de troll, on va vous faire écouter le billet de François on Morel. reprend nos écouteurs des années 2000. Voilà. Pour vous expliquer, donc ça fait un petit moment, hein, mais c'est pareil, c'était Mona Roussière qui m'a dit il est vachement bien, à l'époque elle me l'avait dit, il est vachement bien, en plus tu t'aimes bien François Morel, donc c'est Jean-Luc Mélenchon dans Baron Noir, c'est aussi l'un des paysans dans le film Kaamelott. François Morel c'est quelqu'un de bien, et c'est quelqu'un qui va nous faire une magnifique... Une transition d'abord, oui, tout à fait. Directement sur le Steam Deck du futur. Et... Bonjour François Morel. Bonjour. Je galère. Jeunesse en mer de Christelle Morancet. C'est ainsi que la présidente de la région Pays de Loire a été accueillie par les élèves du lycée Bellevue au Mans, tandis que le 14 janvier dernier, elle venait présenter ses vœux. La jeunesse en mer de Christelle Morancet est une déclinaison d'un autre slogan, punk et quadragénaire, entonné jadis par Fanfan, le chanteur de Bérurier Noir, la jeunesse en mer de le Front National. L'avantage du nouveau slogan par rapport à son modèle,
c'est qu'il est un alexandrin parfait, tandis que le slogan anti-FN apparu dans les années 80, à moins qu'on ne fasse entendre la diérèse, était un endécasyllabe, c'est-à-dire un vers composé de 11 syllabes. La jeunesse en mer de Christelle Morancé, en revanche, est un vers extrêmement bien balancé, respectant parfaitement la règle classique formulée par Boileau, la césure placée à l'endroit idéal entre deux hémistiches, la jeunesse en mer de premier hémistiche, Christelle Morancé, second hémistiche. La jeunesse en mer de Christelle Morancé, au-delà de la forme, exprime avec une certaine vivacité régénérante, une passion affirmée, une précision énergique dans la formulation, le décalage entre les vœux lénifiants présentés par Madame Morancé, venue prétendument échanger avec les jeunes, et la violence de sa posture lorsqu'elle a refusé d'entendre des critiques nombreuses qui ont été exprimées par le monde culturel et plus généralement associatif au moment de pratiquer des coupes budgétaires brutale. La jeunesse en mer de Christelle Morancé, on peut craindre ou espérer, c'est selon, que désormais c'est le slogan qu'elle devra subir à chacun de ses déplacements, à chacune de ses réunions publiques, de nombreux administrés trouvant à redire devant les choix d'une idéologue patentée, n'ayant pas hésité à financer le nanar royaliste du Puy du Fou et à dépenser depuis 3 ans des sommes astronomiques en notes de frais selon Médiacité. L'austérité, faut-il s'en étonner, est toujours plus tolérable pour les autres que pour soi-même. La jeunesse en mer de Christelle Morancé, on ne peut pas s'empêcher de ressentir une légère nostalgie devant ce slogan inédit, parce que si on est prêt à souscrire à l'idée d'emmerder Christelle Morancé, on doit bien se résoudre à regret, à contre-cœur, à admettre hélas qu'on ne fait plus partie depuis déjà pas mal d'années de la catégorie indiquée dans le sujet de la proposition, c'est-à-dire la jeunesse. Par ailleurs, et peut-être par coquetterie, peut-être aveuglément, on se trouve encore pour le moment un peu trop ardent, un peu trop frais pour se sentir plus concerné par un autre slogan qui pourrait avoir le même mérite, la même valeur, une justesse comparable, la vieillesse en mer de Christelle Morancé. Merci François Morel. Ouais, bon, voilà, ok. Je vois dans les réactions du chat exceptionnelles, j'adore. Donc en fait, il faut nous expliquer qu'il y a une chronique qui est faite sur France Inter en mois de janvier. Vous la trouvez mieux que toutes les séquences qu'on a fait? Bah écoute, la prochaine fois. C'est ce que j'allais dire. Je pense que ces 3 dernières minutes, c'était les 3 meilleures minutes de l'histoire de la Gouline. Ouais, putain. Ok, bon bah écoutez, je vous remercie. Bon bah écoutez, la prochaine fois ce sera ChatGPT qui fera l'émission. Voilà. Alors François Morel, donc pour ceux qui ne le savent pas, regardez-le quand même, le GOAT, le bébou. Il ressemble à ça, pour ceux qui ne voient pas quoi dire ça. Donc c'est Jean-Luc Mélenchon dans Baron Noir. Et bah on l'aime, hein, on l'aime. C'était surtout un des chiens, nous dit. Non mais vous c'est pas pareil. Ah non mais ça c'est bon, t'as cru qu'on... Et en fait on n'est pas ton ex, Abraham Lincoln. Eh oh, nous c'est pas pareil, mais aime-nous tel que tu aimes François Morel, s'il te plaît. Moi j'ai besoin d'égalité, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de chaleur. Et je dis pas ça parce que je crève de chaud, mais quand même, j'ai besoin de chaleur. Non. Si quelqu'un peut se dévouer, parce que moi j'ai plus envie. On est un vieux couple. C'est à quelle heure qu'elle sort l'émission? L'article? L'article, il Oui. est sorti, normalement. Ouais, je vois ça. Ah. Et bah, peut-être que c'était en date de demain. Eh bien joué, il a mis l'article pour demain. Bravo, bravo Benoît, ça c'est une petite... Alors, juste, je vais bidouiller un truc vite fait, bien fait. Non mais moi je préfère François Morel, dit Tristan Beurre de Cacahuète, mais t'es vraiment un méchant quoi. Là c'est un peu toxique comme comportement là. Et c'est toi qui me compares à une ex. Non mais... Merde. Et oui, bah oui, faut que tu retournes sur Nordpass, tout ça, c'est chiant. Non mais c'est un peu toxique comme comportement là. Bah écoutez, moi je vais dire, je fais un métier d'image, hein. Je fais un métier d'image, hein. Moi aussi j'ai besoin qu'on me donne du shine. J'ai besoin qu'on me dise que j'importe à vos yeux. Et je vois pas pourquoi je suis pas journaliste à Paris, que je n'aurais pas le droit d'avoir un peu de shine moi aussi. Honnêtement. Non mais oh, comment vous êtes méchant avec moi.
tu remettes le chat parce que moi je vois rien et donc là je veux bien combler, mais après il faut bien que je lise les gens. Je vous aime les jeunes. Et bim, barrière de corail. Ah ouais, j'avoue, Abraham Lincoln, j'ai eu la pire réponse de tous les temps. J'ai vraiment, je me suis complètement planté. Le mec, il a moins de répartie alors que c'est censé être son métier, tu vois, je veux dire. Bon bah le jour où, tu vois, je me suis dit que j'allais être fort et un jour pouvoir passer chez Apolline de Malherbe. Bon bah c'est pas encore demain la veille. Tu te verrais bien passer à Apolline de Malherbe, toi? Aujourd'hui à 19h50. Ah bah c'était à 19h50, Ouais, bon, bah, c'est figure-toi. parfait. Voilà. Parfait. Figure-toi que c'était à 19h50 et pas à 19h45. Et bah voilà, et bah voilà. On se met bien. T'as été juste un peu trop impatient, voilà. Ouais, Tu m'as fait... Bah, je suis comme Mona Roussière, moi, je suis impatient. Tu m'as fait suer pour rien. Voilà, pour rien. Mais le voilà, l'article Requiem pour la culture en région. Regardez Mona Roussière, hashtag la Goat. La greatest of all time, je sais Mona Roussière, tu n'es pas la de cette génération. goulinoise of all time. La goulinoise of all time. Bien wesh. Ah non mais là je suis complètement d'accord. Non mais je suis d'accord. Non mais je suis une épreuve à passer, tu n'es pas encore prêt mais bientôt, jeune Padawan. Ah ouais, sur essaye de ce combat un petit peu, de savoir comment on peut être un peu mesquin avec les autres. Mais tu vois, j'ai jamais vu Abraham Lincoln et Schopenhauer ensemble en tout cas. Je désespère, nous dit Mona Roussière. Donc on va parler donc évidemment de Christelle Morancet. On va parler d'une catastrophe annoncée sans ménagement. D'ailleurs, il y a un S ménagement? Oui, on peut. Okay, c'est pas aucun. Ok. On peut mettre sans quelque chose au pluriel. Voilà, un article. Il y a des ménagements. Oui. Un article qui cite Jean-Marc Ayrault quand même. C'est le premier et le dernier article d'Infoscope. Mona, tu nous refais plus ça. Qui cite Jean-Marc Ayrault comme une référence. Non mais là c'est... Ouais, s'il te plaît, Mona Roussière. Arrête. Là c'est chaud. Là vraiment c'est chaud. Bon. Après, il était moins pire que Valls, après tout. En tant que Premier ministre, oui, certes. Il était moins pire que Cazeneuve, il était moins pire que Fillon, il était moins pire que Laval. Oui. Bon, alors, de quoi se plaint-on? De quoi se plaint-on? Tu vois, ça a été une époque où la gauche était au pouvoir, au moins elle a passé le mariage pour tous. Ok? Il fallait faire de tout bois contre Morancet, donc on a fait l'unité de la gauche de Manuel Valls à Prière. On a fait feu de tout bois vert. Oui, voilà. Ça parle d'Elsa Richard. À propos de vert, Elsa Richard. Voilà, conseillère régionale écologiste des Pays de la Loire, élue de la mairie d'Angers. Cocorico. Ça parle du Césaire, ça parle de plein de sujets. Au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Et que dit-on d'Elisabeth Borne? Est-ce qu'on a déjà vu Elisabeth Borne et Jean-Marie Le Pen dans une même pièce? Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les questions. Elisabeth Borne, pas Borgne. Oui, bah, alors tout le monde fait... La différence, c'est que sur une borne, tu peux commander un Big Mac. Alors que sur un borgne, tu peux crasser sur sa tombe. D'accord, le chat, il a le droit de faire des jeux de mots, mais moi, non. Non. Moi, non, j'ai pas le droit. Salut, Schlika. Voilà, t'arrives en fin de... Salut, Schlika. Oui, t'arrives en toute fin rien que pour toi, Schlika, on est reparti pour 2 heures. Allez. Exactement. Elisabeth, c'est pour le kilométrage. Non, je l'ai pas. Tiens, d'ailleurs, tu veux pas faire une blague sur Benoît Drapeau là Benoît Drapeau, bah attends, mais viens, je fais le drapeau. Viens, et on fait un. Tu sais comment on fait un donation goal? Si on participe à la prochaine Zélane, je fais un donation goal, je fais un drapeau sur Bayrou. Ok? Ça vous va? Non, mais il va tuer Bayrou en fait. Il va tuer Bayrou. Je suis beaucoup plus maigre que Bayrou. Là, tout à l'heure, j'étais à faire Non, t'es pas plus maigre que ça. Il est rachitique. Mais bien sûr que si, je suis plus maigre que ça. Tout à l'heure, j'étais... Je te vois complètement anti-anorexique en fait. Je suis phobo-grosso. Non, mais tu te vois maigre alors que tu es gros. Tu es anti-anorexique. Ok, je suis anti-anorexique alors que je suis gros. Et toi, Non, mais toi... Pour toi, il faut toujours prendre plus de poids. Ah ouais, justement. Mais j'ai parce que toi, ta référence, c'est Pikachu. Bah oui, Pikachu, c'est pas ce gentil petit chat. Pikachu, Vous voyez ce gentil petit chat. Vous le multipliez par 1 milliard. Vous en faites un gros chat, ça donne Pikachu. Bayrou, je le prends les yeux bandés. Le Bayrou, alors là, par contre, Bayrou, je le prends les yeux bandés. Oui, effectivement, j'ai envie de dire, dans un combat de boxe, il me fait pas trop peur, hein, François Bayrou, tu vois, je veux dire. Benoît Delrue, ok. Benoît Delrue, ouais. Benoît Delrue au rugby, j'aimerais pas me le prendre, tu vois. Là, tu vois, je veux dire, il a la carrure d'un pilier droit, d'une magnifique bûche, un pilier de mêlée. Lui, je le prends pas, François Bayrou. Dans le Nord, on parle d'une brique, pas d'une bûche. Oui, bah écoute, on est dans l'Ouest ici. Malheureusement. Tu t'adaptes à la culture angevine, ok?
Tu t'adaptes En à la fait, liturgie. on ne salue pas nos amis espagnols, portugais et du sud de la France qui subissent une panne d'électricité géante au point que il est invité aux automobilistes de ne pas circuler du tout. Ah ouais. Tous les trains sont à l'arrêt. On les salue bien puisque nous avons de l'électricité à ne plus savoir quoi en Vive le foutre. nucléaire. Non, c'est 3 réacteurs nucléaires qui sont en panne justement. Bon, que dit Jean-Luc Mélenchon sur la question? Ah bah, planification écologique. Hein, Super. Bon bah voilà, vive le marémoteur. Alors, vive le marémoteur. Bah ouais, mais ça pourrait les ressources de la mer, tout ça. Mais ça pourrait être un vrai débat à l'avenir sur la question du nucléaire, tu vois, parce que j'imagine que c'est des réacteurs nucléaires qui sont en panne parce qu'il y a plus d'eau dans les cours d'eau. Du coup, il faut faire des réacteurs nucléaires sous l'eau. Oh. Alors. Ah, ça cogite. Hein. Alors. Franchement. Vous croyez quoi? Hein? Pas mal, hein. Vous êtes vraiment un vieux couple, nous dit Mona Roussière. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que du mal. Je préfère éviter d'être bandé avec Bayrou, dans le doute. Je ne réagirai pas à ça. Bayrou les yeux bandés, Chaka Segona, je ne réagirai pas. Les ressources de la mère et du père, ouais, bon. Okay, franchement, on sent que tout le monde est en roue libre, que c'est la fin du stream. C'est bon. Tout va bien. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, il le fait. Voilà. Oui, ça marche. Attendez, je le refais. Non, mais c'est bon. Stop. Je vais me mettre en transition, je vais mettre la fin direct maintenant et balancer la musique. Des bisous. Salut à toi YouTube. YouTube, si tu nous entends encore, viens sur Twitch. Oui. C'est le premier lundi de chaque semaine. Putain mais oui, t'as raison. Et ne nous censure pas s'il te plaît. Ne nous démonétise pas. Déjà qu'on est à ça d'avoir la YouTube monnaie. Ne nous démonétise pas. Et avec la petite musique proposée par Dirty and the Magic Willis. Des gros bisous, Topette, à la semaine prochaine. Ça a fait plaisir de vous revoir, ça m'a fait plaisir de te revoir mon petit Ben après ces 3 semaines d'absence. Moi aussi, je pense que c'est ce que tu voulais entendre. Oui, c'est exactement moi ce que aussi, je voulais entendre. Ça m'a fait plaisir, évidemment, même si ça va me faire plaisir de retrouver mon lit. Oui, tu m'étonnes. Mon canapé lit. Ton canapé lit, exactement. Allez, Topette les mouettes. Des bisous.